Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai un exercice à vous proposer, plus précisément la solution de cet exercice que j'ai annoncé dans une liste d'exercices d'analyse fonctionnelle ce mois-ci. Alors, sans tarder, nous allons voir la solution de cet exercice. Alors, nous avons un opérateur linéaire, donc défini ainsi, de L2 vers L2, L2 l'espace des suites de carrés sommables. Dans une première question, on nous demande de montrer que T est un opérateur linéaire et de calculer sa norme. Comme j'ai dit, L2 est l'espace des fonctions, l'espace des suites de nombres complexes de carrés sommables. Il est muni de son produit scalaire habituel que l'on utilise. Voilà le produit scalaire. Et la norme est donnée par la racine de produit scalaire de x avec x, qui vaut donc cette quantité pour tout x dans L2. Pour cette norme, pour ce produit scalaire, L2 est un espace de Hilbert qui admet une base canonique, la base formée des éléments En, n appartenant à une étoile où chaque En est une suite. Précisément, En c'est la suite dont tous les termes sont nuls sauf celui d'indice petit n, ou plutôt de rang petit n qui vaut 1. Alors, avant de montrer qu'il est compact, nous allons donner quelques rappels sur la compacité. Alors, soit E et F, deux espaces vectoriels normés, T, un opérateur linéaire de E vers F, il est dit compact si, pour toute suite xn bornée dans E, la suite T de xn admet une sous-suite convergente dans l'espace d'arrivée F. L'ensemble des opérateurs compacts de E vers F est noté K de E, F, entre parenthèses, et lorsque E égale F, on le note tout simplement K de E. D'autres définitions équivalentes à la compacité, alors c'est T est compact si l'image de la boule unité fermée est relativement compacte. Et si l'image de tout borné est relativement compacte aussi, c'est équivalent à dire que T est compact. Alors, remarque importante, lorsque T est compact, alors il est borné et donc il est continu. Alors maintenant, nous allons aborder la notion d'opérateur de rang fini. Nous avons fait une vidéo récente sur cette notion. Alors si T va de E vers F, où E et F sont des espaces vectoriels normés, il est dit de rang fini si son image est un espace de dimension finie. L'image, on peut la noter T de E ou bien R de T ou im de T. Alors en général, je la note R de T. Alors une proposition ici, proposition numéro 2, tout opérateur T appartenant à L de F, c'est-à-dire il est borné linéaire, de rang fini est compact. Alors j'ai bien fait une vidéo spécialement pour dire que un opérateur de rang fini n'est pas toujours compact. Lorsqu'il est borné de rang fini, il est compact. Alors nous avons aussi cette proposition 3, si vous avez deux espaces vectoriels normés de Banach, l'espace K E virgule F des opérateurs compacts de E vers F est un sous-espace vectoriel fermé dans L de EF. Autrement dit, si une suite d'opérateurs compacts converge dans L de EF, pour la norme dans L de F, vers un opérateur T, alors cet opérateur T limite est aussi un compact. Nous avons aussi une autre propriété. Alors, quand vous avez un opérateur S de L de E vers F et un opérateur T de L de F vers G, où E, F, G sont des Banach, alors on peut composer et obtenir T en S, que je note tout simplement TS,
Alors, TS est compact si l'un de ces opérateurs, que ce soit T ou bien S, est compact. En particulier, lorsque E égale F égale G, donc on est dans l'algèbre des opérateurs compacts sur E, cette algèbre est un idéal bilatère, K de E, on est dans l'algèbre L de E, L de E, c'est une algèbre pour les opérations, l'addition et puis la composition des opérateurs. Dans cette algèbre, l'espace K de E est un idéal bilatère. Autrement dit, si vous avez S un compact, vous le composez avec un T dans L de E, quel qu'il soit, ST ou bien TS est un compact aussi. Voilà en résumé ces deux propriétés-là. Bon, alors donc, et puis il nous reste un dernier théorème à donner, comme rappel sur les opérateurs compacts. Alors si H est un Hilbert et T appartient à L de H, les propriétés suivantes sont équivalentes. T est compact, T étoile est compact, T est une limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini. Alors là, comme j'ai dit, je dois ajouter bornés d'opérateurs bornés de rang fini. Voilà donc pour ces rappels. Alors nous allons commencer maintenant la solution de la question 1 et pour montrer que T est un opérateur linéaire compact et de calculer sa norme. Alors T est défini ainsi. Voilà, la forme de l'écriture pour un X, une suite XK. T de X, c'est la suite définie ainsi. 0, X1 sur 2, X2 sur 3, etc. Plus généralement, XK-1 sur K, et puis XK sur K plus 1, etc. Pour n appartenant à une étoile, je définis cet opérateur Tn défini par les premiers termes, n termes de cette suite. C'est-à-dire, je coupe ici et je mets des zéros. Ça, c'est un opérateur de rang fini, puisque je peux l'écrire à l'aide des éléments de la base canonique. C'est la somme de k égale 2 jusqu'à n de xk-1 sur k ek. Je rappelle que ek, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui au rang petit k qui vaut 1. Alors, vous voyez que k commence par 2 parce que ici, vous n'avez rien. Vous avez 0, donc 0, E1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Voilà, donc, et vous voyez bien que c'est une combinaison linéaire d'une suite finie d'éléments de L de E, les EK, K variant de 2 jusqu'à N. Et donc, Tn de X, son image, elle appartient F. Alors, l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur, je le note vectoriel de E2 jusqu'à L, c'est bien un sous-espace vectoriel de L2 de dimension finie. Et donc, l'image de cet opérateur est de rang fini. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de montrer que cette suite d'opérateurs Tn, qui sont de rang fini, et elles convergent vers T. Je vais montrer que Tn est un opérateur borné. Alors, allons-y. Alors, Tn de X en norme au carré. Vous voyez que Tn de X, ces valeurs vont jusqu'à petit n, donc vous voyez les valeurs, et puis jusqu'à au rang 1, et puis des zéros. Donc, quand je fais la norme au carré, je trouve la somme des modules de ces éléments, k variant de 2 jusqu'à n-1. Voilà ce que je trouve. Un module de ces éléments, puisque ce sont des nombres complexes. Alors, les 1 sur k au carré, pas la peine que je mette le module, si je veux, parce que k est un réel. Ce sont des entiers naturels. Le plus grand de ces 1k au carré, c'est pour k égale 1/2. Pardon, pour k égale 2. Et donc, au carré, c'est 1/4. Donc, je peux majorer tout ça par 1/4 et il ne me reste que les éléments au numérateur, k égale 2 jusqu'à n. Que je majore de k égale 2 jusqu'à plus l'infini, puisque j'ajoute des éléments positifs. Avec un changement d'indexation, vous pouvez écrire ici, ceci c'est sigma. Il suffit de poser m égale k-1. M égale k-1, et vous aurez ici m égale 1 jusqu'à plus l'infini, c'est bien la norme de x au carré. Donc nous avons cette majoration. Si je passe à la racine, je trouve Tn de x en norme 2, c'est la norme de L2, est inférieure à 1/2, norme de x2,
Alors, la linéarité de Tn est évidente, évidemment, et puis vous avez ici cette inégalité qui montre que Tn est borné et donc continue. Bon, et sa norme, elle est inférieure, cette constante-là, inférieure à 1,5. Alors, donc, ça ne paraît, Tn est borné. Alors, ce qu'il me reste à montrer, c'est que T est égal à limite de Tn. Et par conséquent, T sera compact d'après le rappel du cours que nous avons fait il y a un instant. Bien, alors nous allons regarder d'abord Tx moins Tn de x. La norme au carré pour un x, un élément de L2, une suite x. Alors, puisque Tn de x coïncide avec Tx sur les premiers éléments, voilà, vous voyez que Tn de x et T de x coïncident sur les petits n éléments, les premiers n éléments, ils coïncident. Donc, quand je fais Tn de x moins Tn de x en norme, je vais faire la somme des composantes à partir de k égale n. K égale 1. Vous dites pourquoi k égale n? Parce que vous avez ici, vous avez ici les n éléments s'arrêtent ici. Donc, là, ils coïncident. Si je mets ici n, j'ai écrit k. Donc, mettons que c'est n. Ils coïncident. Donc, quand vous faites la somme des modules des composantes au carré, vous allez commencer à partir de k égale n. N'est-ce pas? Et vous aurez donc cette somme. Alors, pour les dénominateurs 1 sur k plus 1 au carré, le plus grand, c'est pour k le plus petit, qui est n plus 1. Pardon, pour k égale 1, parce que vous aurez ici 1 sur 1 plus 1 au dénominateur. Et donc, tout ça est majoré par 1 sur 1 plus 2 au carré, et il vous reste la somme des modules des numérateurs. Alors, ceci est majoré par la norme de x2 au carré, parce que là, on ajoute des termes pour avoir la norme. On ajoute les modules des xk au carré pour k égale 1 jusqu'à n. Donc, on a cette majoration pour tout x, ce qui veut dire que, en passant à la racine carré, nous aurons donc cette inégalité. Alors, puisque t moins tn est linéaire, et ça c'est t moins tn appliqué à x inférieur à cette constante 1 sur 1 plus 1, constante par rapport à x, norme de x2. Alors ça entraîne norme de t moins tn est inférieure à 1 sur 1 plus 1. Ce qui montre que t moins tn tend vers 0, et par conséquent, t égale limite de tn. T est donc un opérateur compact parce qu'il est une limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini. Alors, il y a une autre méthode pour montrer que cet opérateur T est compact. Alors, il suffit de remarquer quelque chose. D'abord, rappelons l'opérateur Shift. Alors, nous avons déjà étudié ces opérateurs. L de X, l'opérateur Shift à gauche, il déplace les composantes à gauche. Vous avez l'opérateur Shift à droite, déplace les composantes de X à droite. Et vous avez l'opérateur diagonal que nous avons étudié aussi plusieurs fois. Nous avons montré que l'opérateur S est un opérateur compact. Alors, dans une vidéo précédente, je vais chercher le lien, sinon c'est très facile de le montrer d'ailleurs. Alors, si on admet que S est compact, plus ces définitions, vous allez remarquer que T, notre T, c'est SR, c'est S rang R. En effet, vous prenez l'opérateur R de X, vous lui appliquez S et il vous donne exactement cet opérateur T. Alors, comme on avait dit tout à l'heure que K de L2 est un opérateur bilatère, donc quand vous avez S compact, vous composez par un autre opérateur, quel qu'il soit, bon, L de E vers L de E, vous avez donc T est compact, parce qu'il s'exprime comme une composition des opérateurs tous les deux de L2 vers L2, dont l'un est compact si c'est l'opérateur diagonal. Voilà donc une chose facile pour
démontrer que T est compact. Alors, pour terminer la question numéro 1, nous allons calculer la norme de T. Alors, je vais vous rappeler ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons montré que T égale limite de Tn et nous avons montré que la norme de Tn est inférieure à 1,5, quel que soit n appartenant à une étoile. Alors, je vais vous rappeler ça. On l'a fait il y a quelques instants. Voilà, où nous avons montré que la norme de Tn est inférieure à 1,5. Et nous avons montré que T égale limite de Tn. Alors, revenons pour terminer la solution de question numéro 1. Alors, puisque Tn tend vers T et norme de Tn inférieure à 1,5, quel que soit n, alors donc, Tn tend vers T. L'application, l'application norme, qui à x fait correspondre norme de x, est toujours continue. Toujours continue de E vers R+. Elle est continue. Ici, si vous prenez E est égal l'espace L de L2, c'est-à-dire les opérateurs linéaires bornés de L2 vers L2, puisque Tn converge vers T, alors norme de Tn converge vers norme de T. Et puisque tous ces Tn sont en norme inférieure à 1,5, alors norme de T est inférieure à 1,5. Donc on a cette inégalité. Alors maintenant, pour montrer l'inégalité réciproque, je prends l'élément E1, la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui est au premier rang, qui vaut 1. C'est le premier élément de la base canonique. Alors je dis, c'est clair que norme de 1 égale 1 et que T de 1 égale 1,5 E2. Nous allons voir pourquoi T de 1 égale 1,5 E2 en regardant la définition de T. Voici la définition de T de x. Si vous prenez x égale E1, ça veut dire que tous les xk sont nuls, sauf le premier, x1 vaut 1. Donc vous aurez 0, 1,5, 0, 0, 0, 0. 1,5 au deuxième rang, donc c'est 1,5 fois E2. Je répète, toutes les cases sont nulles, sauf celle-ci, où elle vaut 1,5. Parce que E1, sa composante numéro 1, c'est 1. 1,5, donc ça c'est le vecteur 1,5 fois E1. D'accord? Bon. Donc on a bien T de 1 égale 1,5 fois E2. Et E2 est lui-même un élément de la base hilbertienne canonique. Donc sa norme est égale à 1. Tous les éléments d'une base hilbertienne sont de norme 1. Et donc la norme de ce T de 1 sera la norme de ceci, et elle vaut 1,5. Alors maintenant, je reviens à la définition de la norme. La norme, c'est le sup des normes des images dans l'espace d'arrivée, lorsque norme de Tx dans l'espace d'arrivée, c'est lui-même L2 aussi, lorsque x parcourt l'espace de départ qui est L2 aussi, mais x dans la sphère unité. Parmi les éléments de la sphère unité, il y a ce 1, puisque sa norme égale à 1. Alors là, c'est la norme de, je m'excuse, c'est la norme de, comme ici, la norme de. Voilà. Donc, parmi les éléments, il y a ce E1. Et donc, ce sup sera supérieur à T de E1 en norme, dans L2, et qui vaut 1,5. Donc, on a l'inégalité réciproque. Vous regardez. Et par conséquent, norme de T égale à 1,5. Ainsi donc, nous avons terminé la première question. Alors, dans la deuxième question, on me demande de déterminer l'adjoint de T. Alors, nous allons voir comment déterminer cet adjoint. Alors, nous allons revenir sur ces opérateurs. Donc, L, l'espace shift à gauche, R, shift à droite, et l'opérateur diagonal. Alors, nous avons vu sur des vidéos précédentes que L et R sont adjoints l'un de l'autre. R étoile égale L, et aussi L étoile est égale R. Et nous avons vu que S est auto-adjoint. Il est l'adjoint de lui-même. Alors, sur des vidéos que j'ai déjà faites, alors je vais essayer de trouver ces vidéos qui nous ramènent à ces opérateurs-là, en particulier ce que nous utilisons aujourd'hui. Et vous avez
nous avons remarqué tout à l'heure que T égale SR. Alors, si j'applique l'adjonction, alors l'adjoint de T sera l'adjoint de SR. Et l'adjoint de SR, c'est R adjoint, S adjoint. Lorsque vous appliquez l'adjoint à une composition, alors vous trouvez la composition des adjoints, mais dans un ordre inversé. Faites attention. Vous avez SR ici, son adjoint c'est R étoile, S étoile. R étoile c'est L et S étoile adjoint, donc c'est LS. Voilà l'adjoint. Pour une réponse dans un examen, vous pouvez, si vous avez écrit ces opérateurs ou si vous les avez étudiés, vous pouvez donner la solution comme ça et vous arrêtez. Mais si vous voulez la donner explicite, alors T étoile de X sera donc L de S de X. Voilà S de X. S de X, c'est ce qui est en parenthèse. Et L de ceci, c'est quoi? L, c'est déplacer ses composantes à gauche. Donc, vous commencez par X2 sur 2, X3 sur 3, etc. Voilà donc T étoile de X. Pour tout X, un élément dans L2. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer le spectre de T, le spectre sigma de T. Alors, on constate d'abord que T est non surjectif puisque E1 n'appartient pas à R de T. Nous allons voir juste la définition de T de X pour voir si E1 peut être une image. Regardez T de X. C'est l'expression des images pour un élément de L2. Vous voyez que toutes ces images ont la première composante égale à 0. E1, sa première composante, c'est 1. Donc, il ne peut pas être une image. Alors, E1 n'appartient pas à l'image de T. Et donc, T n'est pas surjectif de L2 vers L2. T n'est pas surjectif. Par conséquent, T n'est pas une bijection, n'est pas inversible. Et donc, T moins 0i n'est pas inversible. Ça veut dire que 0 n'appartient pas au spectre de T. D'autre part, il est clair d'après la définition que T de X égale 0 implique X égale 0. Encore, nous allons voir pourquoi. Voici l'expression de T de X. Si T de X égale 0, ça veut dire que toutes ces composantes sont nulles. Le numérateur de chaque composante est nul, c'est-à-dire la suite xk est nulle et donc x est nul. T de x égale 0 implique x égale 0 et T est bien injectif. T est injectif. Donc on ne peut pas trouver un x non nul tel que T de x égale 0. 0, c'est 0 fois x. Et donc, 0 ne peut pas être une valeur propre. Alors maintenant, je vais voir s'il y a des valeurs propres autres que 0 pour T. Supposons que lambda est une valeur propre de T. Ça veut dire que je peux trouver un vecteur U non nul tel que T de U égale lambda U. Un vecteur, il a des composantes que je vais écrire, donc U1, U2, etc. Dire que T de U égale lambda U, voici les composantes de T de U. 0, U1 sur 2, U2 sur 3, etc. jusqu'à U1 sur 1 plus 1, sans écrire le reste par récurrence. Donc on aura donc, voici l'expression des éléments pour N et pour les autres N, ce sera la même chose, UN plus 1 sur N plus 2, etc. Et de l'autre côté, lambda U, ses composantes, c'est lambda U1, lambda U2, etc., etc. Donc, quand on a T de U égale lambda U, ça veut dire 0 égale lambda U1, U1 sur 2 égale lambda U2, U2 sur 3 égale lambda U3, etc. Donc, alors, 0 égale lambda U1, nous avons dit lambda non nul, on en déduit que U1 égale 0. U1 sur 2 égale lambda U2, lambda est non nul, et ceci, U1, nous avons trouvé égal 0, donc U2 égale 0, et ainsi de suite, par récurrence, d'après cette relation. Si j'ai U1 égale 0, je trouve lambda UN plus 1 égale 0, et comme lambda est non nul, donc UN plus 1 égale 0, par récurrence, tous les UK sont nuls, et donc U est nul. Il ne peut pas être un vecteur
propre. Et par conséquent, il n'y a aucune valeur lambda non nulle, valeur propre de t. Alors t n'a aucune valeur propre. Et donc le spectre ponctuel de t est vide. Donc on a obtenu par récurrence que u égale 0. Nous avons fait un raisonnement par l'absurde. Supposons que lambda est une valeur propre, et nous avons trouvé que le u, qui était non nul a priori, on a supposé non nul, on a trouvé qu'il est nul. Donc c'est un raisonnement par l'absurde qui montre qu'il n'y a pas de... C'est pourquoi j'ai écrit cet absurde. Il n'y a pas de vecteur non nul qui réalise t de u égale lambda u. Le spectre ponctuel est vide. Alors, pour terminer la réponse à cette dernière question, nous allons utiliser ce théorème que nous avons déjà vu dans une séance précédente. C'est un théorème connu sur la théorie des opérateurs compacts. Alors, ce théorème, donc si E est un espace de Banach, je rappelle qu'ici, dans notre exercice, nous utilisons L2, qui est un espace de Hilbert, et donc forcément aussi un espace de Banach. Donc, si E est un espace de Banach et T un opérateur compact de L de E, si lambda est une valeur spectrale non nulle, alors lambda est une valeur propre. Alors on sait que toutes les valeurs propres sont des valeurs spectrales, et donc on déduit de ce résultat, on peut l'écrire comme ça, les valeurs spectrales non nulles sont exactement des valeurs propres non nulles. Dans notre cas, nous avons vu que les valeurs propres de T, qu'il n'y a pas de valeur propre de T, donc c'est l'ensemble vide, et par conséquent, de ce résultat, je déduis qu'il n'y a pas de valeur spectrale non nulle. Autrement dit, le spectre de T ne contient aucune valeur non nulle. Et comme nous avons déjà vu qu'il contient 0, rappelez-vous, nous avons montré que T n'est pas surjectif, alors sigma de T est réduit à l'élément nul, tout simplement. Voilà, ce sera tout pour cette séance. Alors, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine pour corriger d'autres exercices d'analyse fonctionnelle. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien. Merci.